Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening, depending Bonjour on tout le monde, matin, après-midi, soir, tout dépend d'où vous vous trouvez aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous inviter au troisième webinaire qui est maintenant celui qui va nous amener à un certain moment au sommet de comment les patients vont redéfinir la santé ici au Canada. Et maintenant, on va vous parler aujourd'hui maintenant de ces soins qui sont basés sur de la valeur. C'est donc, je veux vous parler du fait que je me trouve à Toronto, qui est sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et les Windek. Il y a donc le traité 13 qui couvre ce territoire. On remercie ces populations pour avoir gardé cette terre. Je voulais aussi remercier les parraineurs qui sont affichés ici. On ne peut pas faire ce travail sans leur parrainage. Ce sont les parrainages pour cet événement. Pfizer, Amgen, GSK, Janssen, Léo, Roche, AbbVie. Et on voulait aussi remercier non seulement eux, mais aussi Axon qui est là, qui est l'organisation vraiment qui s'occupe de la question technique. Il l'a fait plusieurs fois et ils sont aussi ici aujourd'hui. On voudrait donc les remercier pour cela. Maintenant, quelques mots de logistique ici, c'est-à-dire que maintenant qu'on regarde la présentation, il va y avoir Eva Galaba qui va vous parler dans 2 secondes. Eva Villalba, en fait. Toutes les vidéos ne seront pas montrées, mais vous pouvez en tout moment aller dans la boîte de clavardage et poser des questions. À ce moment-là, on va les insérer et on va prendre toutes les questions à la fin de la session. On est en train d'enregistrer la session dans les 2 langues, anglais et français. Et si vous voulez maintenant écouter ce webinaire en français, c'est simple. Il y a une icône où il y a un globe, vous êtes dessus et vous, à ce moment-là, cliquez sur éteindre l'audio original et puis vous sélectionnez français. En cas de toute question technique, veuillez contacter le soutien technique d'Accent.
Vous allez trouver cela tout en bas de l'écran et j'espère que vous n'allez pas en avoir besoin. Comme je vous l'ai dit, je suis ici avec, je veux dire, la reine. Je ne sais pas si c'est le titre qu'elle aime, mais c'est l'experte au Canada sur les soins de la santé basés sur la valeur. Elle s'occupe de la coalition du cancer au Québec, qui est très importante d'un point de vue du but non lucratif et pour les patients au Québec et au Canada qui souffrent du cancer. En outre, elle s'est occupée aussi des groupes qui font du plaidoyer dans le charitable, le but non lucratif, et a été aussi la toute première à avoir obtenu un diplôme dans en fait une maîtrise dans ce qui touche les soins de la santé basés en fonction de la valeur. Elle est aussi la directrice de la Fondation pour les soins charitables. Il y a aussi une certification de la ceinture verte de l'Europe. Elle est aussi l'ambassadrice canadienne, l'ambassadrice de ces soins basés sur la valeur. En outre, si vous la connaissez, vous pouvez le témoigner, vous pouvez dire aussi qu'elle va vous donner une idée du potentiel des soins canadiens au niveau mondial. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louise Binder et je suis une consultante pour les soins aux patients avec la Fondation Sauve ta peau pour tout ce qui touche les patients frappés par des problèmes de cancer, par exemple les mélanomes ou les cancers de la peau. Maintenant, je vais céder le micro à Eva, qui va tout expliquer, tout, et encore plus. Merci beaucoup, Louise, pour ça. Je vais partager mon écran. Ça marche? Bien, parfait. Bienvenue tout le monde. Louise l'a dit très bien, oui, je suis très dévoué à ce genre de thème. Et vous allez maintenant entendre ce mot un peu partout, ce VBHC, ces soins basés sur la valeur. Et l'acronyme est en anglais. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Car on en parle tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parfait. D'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'il y avait le prof Elisabeth Teisberg et Michel Porter, qui étaient non pas des médecins, mais par contre ont des doctorats en recherche. Ils sont célèbres car ils avaient parlé de la question de la valeur, du fait qu'on ajoute de la valeur. Quand on parle des stratégies de business, c'est un expert, en fait, il vient de l'université d'Harvard. Et Porter était aussi prof. Aussi Teisberg a aussi été une prof. Et donc, c'est une idée qui est née, non parce que c'est des experts dans le monde universitaire, c'est parce que maintenant, c'était le professeur Teisberg qui a 3 enfants. Tous les 3 étaient très malades dès qu'ils étaient très jeunes. Elle a, à ce moment-là, dû naviguer tout le système sanitaire. Ce n'était pas facile. Elle s'est posé la question, y a-t-il pas un meilleur moyen? Oui, car il faut regarder maintenant à la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur dans le contexte des soins? Pourquoi est-ce qu'il y a des soins, en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on réussit dans ce contexte? C'est pas toujours clair, car quand on regarde au succès, c'est pas nécessairement ce qu'on voulait. C'est pour ça que maintenant, le seul objectif est qu'il y a un intérêt qui est partagé par tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a maintenant de la valeur pour tout le monde, c'est-à-dire des meilleurs résultats pour l'argent qui est investi dans le système. C'est comme ça qu'en 2006, on a commencé à parler de la question. Maintenant, c'est comment qu'on va planifier cette question pour améliorer la valeur des patients avec ce que Porter nous a dit, c'est-à-dire qu'il y a cette concurrence en fonction des résultats.
il faut être les mieux. Et je vais vous parler d'avantages. Ce n'est pas nécessairement toujours la même chose dans le contexte des soins canadiens. Quand on regarde la valeur et l'éducation qui a été proposée par Porter Tesberg, qui a été aussi adoptée par ICHOM, le CAI ici au Canada, et aussi par les VBHC en Europe, c'est que la valeur, c'est le résultat qui est important pour les patients, divisé par les coûts, non seulement une fois, mais les coûts qu'on remarque tout le long que le patient est maintenant soigné. C'est donc quelque chose pour tout le temps que la personne est maintenant soignée. Et donc, on regarde, on fait à la procédure au barème pour tout le système. Donc maintenant, si je regarde maintenant ce qui se passe chez nous au Québec, le ministère de la Santé, il y a quelques années, peut-être il y a 4 ans, a été intéressé à sa question. Ils ont regardé maintenant à la valeur légèrement différente, c'est-à-dire, disons, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les ressources, l'accès, et on le donne au nombre plus important de patients, le tout divisé par le coût, pour le coup. En regardant de l'autre côté de l'Atlantique, ça c'est maintenant c'est la Commission européenne, il y a plein d'articles qui en sortent, et je peux vous dire qu'ils sont un peu plus avancés que nous ici, qu'en Amérique du Nord, en définissant le tout. Quand ils l'ont fait plus longtemps, et ils ont donc plus d'exemples. Par exemple, ils ont maintenant des projets sur 10 ans qu'ils ont déjà fait, et on n'a pas ça ici. Mais posez-moi maintenant la question dans 5 ans. Mais la perspective européenne est très intéressante car leur système est très semblable à celui qu'on a ici au Canada, beaucoup plus semblable que celui qu'il y a aux États-Unis. Et ils ont, oui, bien sûr, une question de valeur quand on regarde aux résultats. Et à ça, on regarde à 4 piliers, c'est-à-dire qu'il faut parvenir aux résultats. Ça, c'est les valeurs personnelles, il y a aussi les valeurs techniques. Et donc, comment est-ce qu'on y parvient avec ce qui est disponible? Il y a aussi les valeurs qui sont allouées, c'est-à-dire ceux qui sont équitables sur comment on fait cette allocation des valeurs. Et aussi affiché dans le système américain, mais n'est pas affiché dans le système canadien. Et puis, il y a aussi les valeurs de la société. Et comment maintenant tout ceci est quelque chose qui permet d'avoir quelque chose qui se colle, qui est un adhésif au sein de la société. C'est pour ça qu'on doit aussi regarder à des idées qui sont congruentes. C'est-à-dire, je vous ai expliqué ce que c'est la VBHC, mais au Québec, on a un système dont on parle de plus en plus au travers du Canada. Il y a pas mal de zones où il y a un chevauchement parmi les ressources et autres. Et au Québec, on aime beaucoup aussi à parler d'un système qui est aussi en train de s'étendre ailleurs, au Canada, en Europe et aussi dans d'autres pays. C'est qu'il y a tout d'abord le patient. Le patient est au cœur des décisions. Et nous pouvons dire que nous disons que le patient est au centre, mais ce n'est pas le cas. On en parle, on le dit, mais ce n'est pas vrai. Et on parle beaucoup du partenariat avec le patient. Quand il y a ce partenariat, l'expérience du patient est très importante. Mais ça, c'est vrai aussi dans le VBHC. Il y a aussi le fait qu'il y a ce cycle qui continue, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, non. On continue, par exemple, d'apprendre et donc on continue d'investir. Il faut que le patient soit toujours au centre. Mais il faut aussi regarder non pas seulement au patient en tant que patient, mais au patient en tant que résultat qui ressortent de ce qui a été fait au patient. Et c'est pour ça que parfois il y a aussi une certaine confusion. Il y a aussi un objectif quintuple qui a été fait aux États-Unis qui regarde comment on peut améliorer les soins de la santé en regardant 5 dimensions, l'expérience, l'équité, la santé
des services, la population démographique, enfin la santé démographique et la valeur de la société. Donc oui, ça a changé, ça ressemble au VBHC, mais c'est pas pareil. Et ça ne transforme pas autant, selon moi, que le VBHC. Maintenant, le Canada, il est où dans tout ça? Le Canada a une opportunité fantastique. Regardons, par exemple, ce que les économistes sont en train de nous dire. Et c'est une question maintenant que de regarder à comment maintenant les pays sont prêts. Et ils le sont. Le Canada l'est parce qu'on a un système de soins. Et tout d'abord, quels sont les résultats? Et on est plutôt fort du côté des patients plutôt que des résultats. Mais on parvient maintenant à faire les deux. L'autre chose, c'est que maintenant, il faut regarder si maintenant on a des applications, elles sont limitées, mais on en a. Surtout quand on regarde en transplantation et autres, on peut faire mieux, mais on est mieux que d'autres pays, pas mal. Il y a aussi maintenant les normes. On a des très bonnes opportunités, je pense, en termes du fait qu'on est prêt, que le système des soins est prêt. C'est quelque chose d'hétérogène à cause des provinces. Chaque province fait ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup que le Québec a parlé de la réforme. On parle beaucoup du fait qu'on veut maintenant mettre en place le système du VBHC. En outre, on sait qu'il y a un comité de bien-être et le cabinet a dit qu'il y a un appétit pour cela. On sait qu'en Ontario, ils ont déjà fait pas mal de choses avec le VBHC. Et en Colombie-Britannique, il y a aussi cette question de la soin de la santé providence, où on a essayé de mettre en place avec Lord Jackson ces critères de la VBHC. En outre, finalement, on sait que l'Alberta aussi fait pas mal de très bonnes choses, surtout avec les résultats. Bien, regardons maintenant au principe des résultats. Donc, ce n'est pas seulement une question que d'avoir les résultats, il faut aussi maintenant regarder aussi à comment on va mesurer le tout. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'un point de vue historique, on regardait au volume du service, mais on doit vraiment regarder aussi qu'est-ce que ça veut dire, quel est le barème maintenant, comment est-ce qu'on définit le succès. Regardez si maintenant il y a des améliorations des conditions en général. Qui est-ce qui est partagé? Quels sont les... Et en outre, et on doit les mesurer tout le temps. Ce n'est pas seulement un seul traitement. Il faut vraiment regarder à quelque chose de bien plus ample. Les résultats sont bien sûr multidimensionnels. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de notre pratique. Et c'est pour ça qu'on est en train de s'améliorer de ce côté. En outre, il faut que tout soit normalisé. Ce qui est intéressant avec le VBHC, c'est que ce qui est important, c'est que 80% des choses sont normalisées de ce côté, mais l'autre sont personnalisées à cause des préférences des patients. D'un point de vue historique, on regarde la procédure, on regarde au coût. Par exemple, est-ce que le coût des produits pharmaceutiques est élevé? Mais on essaie par exemple aussi d'éviter que les gens finissent à l'hôpital. Est-ce qu'on a aussi mesuré la valeur du point de vue des patients? Pas encore, mais on est en train d'y travailler. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Parce qu'en le faisant, nous allons identifier la variabilité. Il y a de la variabilité qui est normale et on s'attend à ça. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on pourrait maintenant parvenir à des iniquités d'un point de vue des soins. Il y a aussi des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Vous savez, regardons maintenant au Royaume-Uni. Il y a maintenant, si on regarde au taux de survie
dans le traitement quand les gens attrapent développent le cancer au poumon. Et on trouve qu'il y a une variation de 2. Au Brésil, comme mon ami là-bas a fait un travail en regardant quel est le taux de variation dans les soins partout dans le pays. Et elle a travaillé aussi, elle venait du New Hampshire, elle a regardé maintenant l'identification de ces variations, comme vous le voyez. Est-ce que c'est normal que d'avoir quelque chose où il y a 15% de césariens? Pourquoi? Parce que peut-être les incentives sont les mauvais, peut-être les complications, plus ou quoi. Ça sont des exemples. Pourquoi c'est important que d'aller regarder aux résultats? Et on le sait en regardant maintenant, en mesurant ces variations, on va voir aussi que c'est mieux pour les patients. Et c'est pour ça que pour maintenant normaliser le tout, les résultats, et pas pour avoir quelqu'un qui fait ce qu'ils veulent. Il y a des organisations qui font cela. C'est Lithium qui fait ça. Dr. Marco Porter faisait partie de ce système au début, quand ils étaient en train de l'établir. Ils ont établi des normes pour plusieurs conditions. Ici, on parle de 36, mais maintenant, ils sont plus de 40, ils sont en train de normaliser le tout. Et comme vous le voyez, on voit quelles sont les choses les plus importantes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des autres initiatives, le CORI, le PROMIS et l'e-sport, qui ont développé des normes pour les résultats. Maintenant qu'on le sait, comment est-ce qu'on peut maintenant commencer par ça? Ça fait 10 ans qu'on les entend. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Quand maintenant on met ça et on l'utilise sur le terrain, ça ressemble à quoi maintenant? Car, bien sûr, on va maintenant toujours rappeler aux gens que le VBHC est vraiment des soins et les mesures qui doivent être importants pour les patients. Ce n'est pas important pour les patients, ce n'est pas important. C'est pour ça qu'on a maintenant proposé un ordre du jour stratégique pour évaluer en fonction de ces 6 éléments qui sont affichés sur la dépense. On n'a pas le temps pour tout faire ici aujourd'hui, mais ce ne sont pas nécessairement des étapes l'une après l'autre. On peut organiser tout ceci, on a mesuré les résultats, mais en fait, ce sont des étapes qui se renforcent l'une l'autre. Ce que je dirais, c'est 4 et 5, surtout le 5. Ce n'est pas aussi pertinent dans le contexte canadien, car ça, c'est pour les hôpitaux privés pour faire de l'argent. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est important pour le contexte canadien. Après quoi, mais il y a aussi le 6, ça, c'est très important. C'est vraiment c'est un élément clé. Et je vais vous en parler plus tard. Elizabeth Tizer et Scott, qui vient de l'institut où j'ai travaillé et fait ma maîtrise, ils ont développé ce modèle pour mettre en place le le VBHC. Il faut commencer par le fait qu'on doit comprendre les besoins partagés des patients. Après quoi, on planifie la solution pour améliorer les résultats. On intègre le tout dans des équipes qui apprennent. Et après quoi, c'est ça l'élément où on apprend. Après quoi, il faut mesurer les coûts et les résultats du système de la santé où on va collaborer, intégrer tout ce qui touche la santé, non seulement dans l'hôpital, mais à travers les équipes et hors de l'équipe. Après, quand on regarde le partenariat, exactement ça. En Europe, on regarde à 4 lentilles ou filtres. Il y a le filtre du patient, celui du médecin, celui des coûts et celui de l'organisation. Pour que tout marche, il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin des hôpitaux, des patients, des contribuables, de l'industrie. À part ça, il y a aussi des autres parties prenantes tout autour, comme des petits satellites. Il y a donc d'autres facteurs qui sont là. Il faut les comprendre. Ça va
Et on a besoin. On a besoin de toutes ces parties prenantes. Il faut qu'il y ait toute une transformation culturelle grâce à laquelle tout le monde va collaborer. Autrement, ça ne va pas marcher. Pour que le VBHC puisse marcher. Entre-temps, en Europe, ils ont aussi développé un autre système pour regarder comment on peut mettre en place le tout. Et ils ont aussi identifié quelles sont les étapes dont on a besoin pour le faire. Ça, en fait, c'est ce dont on a besoin, non seulement au Québec, mais aussi dans le reste du pays. En pratique, j'aurais pu vous donner plein d'exemples internationaux, mais je suis très heureuse aussi que de vous parler d'exemples qui sont disponibles ici, chez nous, à l'hôpital général juif, où on regarde à comment on peut regarder au système VBHC et l'appliquer dans le contexte canadien. Voici nos objectifs. Et maintenant, il faut voir où est la valeur, comment on parvient à la valeur dans le contexte canadien du monde du cancer. On veut maintenant valider le tout, trouver des documents relatifs. Et donc, ce n'est pas seulement une question de l'hôpital où on fait l'étude, par exemple, qui est, comme je l'ai dit, l'hôpital juif général. Et il se peut qu'il y ait aussi des autres hôpitaux où l'infrastructure n'est pas la même. Il faut donc voir comment on peut, là aussi, appliquer le système. Et, et je sais que Louise va vous parler de cela en seconde. Et c'est pour ça que ça, c'est le bon moment pour faire ce travail. Et donc, il y a 4 projets. Et je regarde à ce projet qui va maintenant s'achever en janvier, après quoi on passe à la deuxième année. Et on a ce projet pour le cancer colorectal et on regarde dans notre hôpital, l'hôpital juif général, et on veut incorporer toutes nos données pour mesurer les soins fournis. Ça, c'est un changement de culture. Et ce qui est important ici, c'est qu'on doit maintenant regarder en temps réel ce qui se passe. On donne des résultats et des renseignements aux patients en temps réel, ce qui permet que de clore la boucle. Ça, c'est vraiment différent de commencer à avoir maintenant un impact plus tard sur le patient. L'autre, on veut maintenant optimiser cette trajectoire pour les patients pour qu'on puisse maintenant regarder au fait qu'on va éliminer la variation qu'on ne veut pas avoir. Et finalement, en ce qui touche la création de la VBHC, on doit regarder à la question des lits dans l'hôpital et au procédure. Qu'est-ce qu'on s'attend maintenant? Quand on regarde au niveau micro, c'est que le patient et la famille relative vont maintenant voir que notre approche améliore les résultats de la qualité de la vie du patient. Après quoi, au niveau méso, moyen, on regarde comment on peut restructurer une organisation avec des équipes en appliquant quelque chose qui maintenant dépasse l'équipe multidisciplinaire. Après quoi, au macro, et on est vraiment très heureux de ça, on veut transformer tous les soins, tout le système des soins pour regarder aux valeurs et des valeurs qu'on peut mesurer, et non seulement avec des chiffres, même des chiffres relatifs vont nous aider. Car ça, c'est quelque chose qui était vraiment important dans le contexte de la COVID-19. Rappelez-vous de ça. Avec tous ces barèmes où on en était avec la vaccination, avec la capacité des hôpitaux, avec la capacité des tests pour pouvoir prendre des décisions. Mais j'ai encore 2 diapos. Je suis très heureuse du fait que le VBHC, en fait, est quelque chose qui, comme vous l'avez entendu, pour comprendre la promesse de la VBHC.
au niveau de l'accès ou autre, aussi des résultats sur lesquels ils sont mis d'accord. Tout ça nous permet que de regarder à comment notre système est financé. Est-ce qu'on est vraiment peut-être pas d'envoyer de l'argent du mauvais côté? Car on va pas, on regarde plutôt au service plutôt que à la valeur et aux résultats. Est-ce que les fonds, la façon dans laquelle sont utilisés, est-ce qu'ils ont du bon sens? Regardez ce qu'on a, on pense toujours, qu'est-ce qu'on a donné l'année dernière, après quoi on ajoute de l'argent en fonction de l'inflation. Ça n'a pas de bon sens. Il faut regarder aux choses d'une autre façon. Oui, il y a aussi ce robot Da Vinci, mais si maintenant les gens ne vont pas, on ne finissent pas à l'hôpital, il y a davantage de valeur. C'est pour ça que c'est une bonne idée que d'avoir le robot. Il y a aussi la transformation de toute l'industrie pour ce qui touche le monde pharmaceutique. Les gens qui comprennent les soins et s'ajoutent à tout cela, ils ont déjà un avantage. Mais il faut regarder aussi aux hôpitaux, aux gens qui fournissent ces services. Ils veulent faire de leur mieux, mais en général, ils pensent qu'ils sont en train de le faire. On a besoin davantage de transparence. Les gens veulent davantage de transparence. À ce moment-là, ils sont en mesure que de faire la concurrence pour avoir des meilleurs résultats plutôt que en fonction de l'argent. Avec maintenant la médecine de précision, le RWE, on ne va pas regarder à ça maintenant, mais dernière diapo. Ça va nous permettre d'avoir Louise qui va vous parler maintenant. C'est-à-dire que la pandémie a été un désastre, mais aussi quelque chose dont on a eu besoin, car on a vu qu'on pouvait faire mieux de ce qu'on pouvait faire auparavant grâce à la pandémie. Ça nous a montré comment les données sont importantes en temps réel pour prendre des bonnes décisions. Ça nous a aussi montré qu'il y avait des systèmes qui étaient, fragiles. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas acceptable. Il faut le faire, il faut aussi s'assurer, et Louise va vous en parler. Et ça aussi nous a montré qu'il y avait aussi l'effet négatif que de travailler l'un indépendamment de l'autre, les gens ne se parlent pas. C'est pour ça que les gens, dans ce cas, se parlaient entre elles, les provinces, et parlaient au gouvernement fédéral. Et maintenant, quand on regarde les hôpitaux, il doit y avoir davantage de communication entre ces groupes, car le patient s'en fout carrément s'il est dans un silo plutôt qu'un autre. Ils doivent seulement qu'on doit suivre les patients. Et ce n'est pas comme ça que le système était organisé. Et la pandémie l'a démontré très clairement. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des obstacles. Il faut maintenant éliminer les obstacles, car éliminer les obstacles est quelque chose qui est plus économique que de ne pas le faire. C'est plus économique pour tout le monde. Il faut avoir le bon traitement pour le bon traitement au bon moment. Et c'est ça c'est pour ça qu'il fallait être vacciné. C'est pour ça et c'est qui donc doit être vacciné en premier? Pensez-y. Imaginez que par exemple, on n'avait pas les bons traitements. Ça, ce sont des leçons qu'on a retenues. Et en fait, on a aussi, il faut regarder non pas au volume, mais à la valeur. Et nous passons à fournir des services. C'est pas qu'on a besoin de meilleurs systèmes de COVID, de systèmes de l'unité critique pour des soins critiques pour la COVID. On voudrait ne pas avoir de COVID. Il faut aussi regarder aux patients. Et on a aussi compris que, par exemple, si les gens ne prennent pas le produit pharmaceutique, c'est pas plus économique parce qu'ils ne vont pas guérir. C'est pour ça que maintenant, je m'arrête là et maintenant, je cède le micro à Louise. On va parler plus tard de ce que ça veut dire dans le contexte, la résilience et autres, lors de la pandémie, après la pandémie, et ainsi de suite. Merci bien. Et on va prendre des questions plus tard. Merci, Louise. Merci beaucoup. Je suis très heureuse à chaque fois qu'on parle de cela, bien sûr. Je suis en train de chanter la chanson que j'aime. Et je suis vraiment toujours si inspiré du fait que tu as fait tellement de travail avec ces idées
Et j'espère, une fois que les résultats ressortent, comme tu as dit, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de valeur. Comme je vous en ai parlé, je voudrais vous parler pendant quelques minutes des idées fondamentales. Je dois regarder maintenant ceux qui si les gens pensent qu'ils sont en train de faire les choses parce que tu utilises les mêmes mots, mais parfois c'est les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. On doit maintenant regarder aux définitions. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est fragile. C'est quelque chose qui est facilement détruit ou qui ne va pas marcher. C'est bien sûr, c'est pas ce qui est robuste, c'est l'opposé. C'est quelque chose qui ne va pas se casser facilement. Il y a aussi quelque chose qui est résilient. On entend parler de ce mot tout le temps. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire que quand on a été écrasé, on parvient, on rebond, il y a un rebond comme avec une... Et ici aussi, il faut regarder au fait qu'on, comme un ressort, on revient à ce qu'on était auparavant. C'est très important dans ce qui se passe dans le contexte de la pandémie. Par exemple, sur le résilient, c'est-à-dire qu'on était robuste et quelque chose maintenant arrive et t'écrase la pandémie. À ce moment-là, une fois que tout est contrôlé, on devrait maintenant rebondir à la morphologie antérieure. C'est pas mal, n'est-ce pas? Si on retourne à là où on était, si c'était quelque chose de bien, moi je veux dire qu'on n'a jamais été dans un état idéal, surtout dans le monde du cancer, même avant la pandémie. C'est pour ça que de maintenant, que de penser seulement à la résilience, c'est-à-dire de retourner à l'état antérieur, c'est bon, mais c'est pas assez bon. Il y a mieux. C'est pour ça, par exemple, ce matin même, on m'a dit, j'ai entendu, quand je regardais les actualités, j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire tragique venant de l'Ontario, où on a parlé du cancer au sein. Et à cause du fait que maintenant, il y a eu moins d'interventions à cause de la pandémie. Et même moi, finalement, on est en train de parler. Moi, on n'est même pas en train que de retourner au niveau de résilience. Il y a moins de monde qui maintenant qui passe par cela, mais et les gens qui reviennent dans le système sont plus malades qu'auparavant. Donc la résilience, c'est quelque chose, mais ce n'est pas l'idéal dans ce cas-ci. Idéalement, on devrait avoir quelque chose qu'on appelle antifragile. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai volé ça de quelqu'un d'autre qui était très intelligent. C'est une idée que d'autres personnes ont déjà utilisée. Et la personne qui est associée avec cette idée est un homme appelé Nassim Taleb Nicholson. Nassim Nicholson Taleb, qui a écrit 4 livres. Les 2 derniers, il y a l'avant-dernier, c'est l'antifragilité. Et le tout dernier, c'est maintenant la peau qu'on a dans le jeu. Ça, c'est l'expression anglaise, c'est-à-dire quel est l'enjeu? C'est-à-dire qu'on doit regarder au fait qu'il y a un choc, par exemple une pandémie, qui nous tombe dessus. Il faut maintenant améliorer les résultats. Et donc, on ne retourne pas
à l'état, au status quo ante. Par contre, on parvient à un état bien plus robuste. Et c'est ça qui maintenant va assurer notre système contre quelque chose qui va nous frapper plus tard. Regardons maintenant le cancer, c'est une épidémie partout. Et c'est une pandémie partout dans le monde. Et on devrait donc, comme on l'a fait avec la COVID-19, parvenir maintenant au niveau d'antifragilité pour transformer, grâce aussi au VBHC, à un système bien plus robuste. Regardons la prochaine diapo. Parlons de cette idée, comme je vous l'ai dit. Regardons à ce qui se passe dans le système des soins. C'est quelque chose qui s'est effondré quand la COVID-19 est arrivée. Ceci me dit qu'il n'était pas résilient, le système. On ne pouvait même pas rebondir, retourner à son état du status quo ante. Et c'est pour ça qu'il n'y avait même pas de résilience. Comme je vous l'ai dit, avec l'exemple du cancer au sein, c'est quelque chose qui a empiré. Et c'est pour ça que moi, j'espère que le système de la santé ici au Canada est quelque chose qui est fragile, c'est très clair. Il se casse, il s'effondre, il implose. Et c'est pour ça que moi, je vous dis que retourner maintenant à l'état de fragilité ne sert absolument à rien. Les gens qui disent il faut regarder la résilience, non, c'est pas ça. La résilience n'est pas un appel à retourner à l'état de fragilité antérieure. C'est pas qu'on doit maintenant réparer ce qui s'est brisé, non. Il faut maintenant aller à un système où on regarde la prévention, à comment on regarde au tout, d'une façon qu'on ne va pas maintenant réparer les choses qui vont détruire le système, car on n'arrive pas à les réparer. Mais maintenant, si on regarde la COVID, on a fait plein de choses. Regardons la prochaine diapo. C'est que ce qu'on a remarqué avec la COVID-19, on a été très antifragile. Il y a des exemples qui montrent qu'il n'y a aucune raison. Pourquoi on ne peut pas être antifragile en tant que règle générale et pas seulement avec la COVID? Comment? Et j'espère que vous allez me croire qu'il y a la possibilité que de rendre notre système antifragile. Je vous dis, c'est que d'incorporer les leçons apprises, par exemple lors de la pandémie, et ça doit être les toutes meilleures en termes d'innovation et les garder. Et ça va nous rendre antifragiles. Ça ne va pas nous ramener là où on en était. Il faut investir dans les assurances. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. Regardons la prochaine diapo. Parlons de ces toutes meilleures pratiques avant la pandémie. Regardons à ce qu'on a eu auparavant. Le monde de VIH. Avant le VIH, il y a eu une pandémie. Pour pouvoir maintenant approuver des produits pharmaceutiques, non seulement ici, mais aussi ailleurs, ils ont vu qu'il fallait faire les choses plus vite, surtout pour les maladies qui massacraient les gens. Mais on a donc expliqué au gouvernement pourquoi les gens qui vont mourir dans quelques jours, s'ils ne vont pas passer par les nouveaux composés, on n'a rien à perdre. C'est pour ça on les a maintenant convaincus à avoir maintenant des conditions de conformité. Ce n'était pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui a été amené à ce moment avec cette maladie. Et je sais qu'on l'utilise aussi avec le cancer, mais aussi dans d'autres cas. Ça signifie que le système est plus fort à cause de la pandémie du VIH, à cause des meilleures pratiques. Et ça, c'est la nouvelle norme.
Et ça, c'est vrai quand on a eu le VIH. Mais il y a aussi d'autres exemples. Ce n'est pas le seul. Regardons la COVID. Avec ça, on a tout de suite développé des vaccins très rapidement. On a fait comment? En général, Santé Canada ne va pas regarder un dossier avant que toutes les données soient là. Mais dans ce cas-ci, on en a parlé, ça fait 25 ans qu'on en parle. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne peut pas continuer à regarder aux données. C'est-à-dire, on commence à obtenir des données, après on commence à examiner les données dès qu'elles arrivent. Ceci signifie qu'on ne commence pas depuis le début, mais on continue que d'examiner. Et c'est ça qu'on devrait faire tout le temps, avec toutes les études, pour tous les composés dont on a besoin. Ça va nous rendre plus antifragiles, plutôt que de retourner au status quo ante. Et on a donc l'opportunité que d'apprendre cette approche, et on devrait la mettre en place. On a aussi étendu les soins de façon virtuelle. Et ça, c'est devenu une alternative pour que les patients puissent être en bonne santé. Et moi, je vais vous dire que maintenant, on a l'opportunité d'analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et l'utiliser comme outil pour être plus antifragile. Ça, ce sont des exemples. Si on continue, on peut maintenant vous parler de l'assurance. Et à l'heure actuelle, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, le Canada a créé un réseau à travers tout le monde, le GPHIN, qui est affilié à la SPC. Pardon. Et ça, maintenant, on va suivre les pandémies, tout surveiller partout dans le monde. Et nous parler des épidémies, de ce qui se passe dans l'eau, le bioterrorisme, l'exposition aux produits chimiques et tout. C'est tout ce qui marche en trouvant le SRS, l'Ebola et autres pandémies virales. Avant la COVID-19, on n'a pas bien coordonné le tout. Et on n'a pas... Le dernier gouvernement conservateur n'a pas vraiment suivi. Ce n'est pas tous les gouvernements qui connaissent bien le système. C'est cette histoire. On n'a pas eu une pandémie pendant plein de moments, plein de temps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'assurance dans la maison pour la maison? Pourquoi est-ce que je dois avoir, par exemple, une assurance contre l'incendie dans la maison? Ça, c'est une assurance. Et malheureusement, je ne sais pas de quelle façon, comment le GPIHIN a eu l'influence, mais on est en train de ramener le GPIHIN. J'espère, et je suis contente que maintenant on le laisse faire le travail qu'il devait faire. C'est pour ça que maintenant, quand on regarde cette antifragilité, c'est cette idée de l'assurance. À ce moment-là, c'est une question que tout est en place en cas d'urgence. Ça, c'est quelque chose d'important. Regardons la prochaine diapo. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des coûts qui sont investis, c'est une assurance. Comme je vous donnais la question maintenant
de l'assurance sur l'incendie. Et c'est pour ça qu'on doit maintenant développer ce système. On a vraiment besoin de ce système de GPI chez HIN, car on sait qu'il va y avoir des chocs par la suite. Il ne faut pas être des génies pour le comprendre. On le voit tout de suite. Regardez ce qui se passe avec le changement climatique, avec le bioterrorisme et autres. On a donc besoin de l'assurance. On a besoin que de soutenir cette prévention. Et au niveau national et international. C'est pour ça qu'on doit maintenant regarder à cette prochaine diapositive, celle du remerciement. Je voulais vous remercier pour m'avoir écouté, pour qu'on rende la société et le système antifragile ici au Canada, et non seulement ici, mais partout dans le monde. Et maintenant, je voudrais céder le micro à vous tous, si vous avez des questions, car on voudrait y répondre. Alors qu'on attend les questions, il y a 2 commentaires. Merci beaucoup, Louise. Le projet, ce n'est pas un pilote. Quand on est à tous cette crainte des pilotes, en fait, c'est un pilote où les gens interagissent. C'est donc, ce n'est pas le fait qu'on puisse le faire, mais par contre, qu'on l'utilise pour maintenant amplifier la question, de façon que les gens de Kai-Hai, de la Colombie-Britannique, de l'autre hôpital où on va appliquer le système, qui est le SUBQ, aussi l'Institut pulmonaire de la ville de Québec et les autres. C'est donc quelque chose ici qu'on a entre les mains qui n'est pas une étude pilote. Il y a bien plus que ça. L'autre chose, c'est que quand on regarde à la résilience antifragilité, je voudrais ajouter, comme j'en ai parlé auparavant, c'est qu'une des choses qui rend notre système antifragile, c'est vraiment le fait qu'on en apprend comment le système marche. Auparavant, pour toute chose qui marche mal et qu'on peut éviter, à ce moment-là, le système devient antifragile quand on apprend quelque chose et on l'applique. Regardons aux boîtes noires dans les avions, par exemple. Il y a un avion qui s'écrase. Maintenant, c'est tous les avions qui maintenant vont s'améliorer. Quand il y a un accident, à ce moment-là, tout le reste va s'améliorer, car on apprend de pourquoi l'avion s'est écrasé. Question. Vas-y, Louise. Une question. Quelle est l'opportunité pour les patients et les groupes de citoyens pour soutenir le VBHC et parvenir à un système antifragile? Eva. Le fait est que on a maintenant, moi je viens de découvrir le tout en fait en 2018, pas avant. Il faut toujours faire les choses avec le patient. C'est pour ça qu'on est en train de créer ensemble. Et ça, c'est un exemple de fait que on a compris ces choses de façon telle que la valeur était bien faite. Il faut que tout soit, et je pense que Louise est d'accord, que les patients vont être d'accord et vont aussi être là pour aider toutes les autres parties prenantes. Par exemple, l'industrie, ils ont un impact et on veut regarder au fait que, par exemple, ils s'en foutent carrément de certaines autres parties prenantes, alors que les patients, eux, ils sont intéressés à tous les effets. Et moi, je voudrais ajouter 2 autres choses, c'est-à-dire que tout le monde doit vraiment soutenir l'idée d'un système de données partout au pays qui soit efficace, optimisé.
Et comme tu l'as dit, à obtenir des données les toutes dernières. Et ça, c'est vraiment très important. Venez au sommet, on va voir maintenant toute une table ronde sur comment on peut l'établir, comment on peut établir ce système partout au pays. Et ce qu'on a fait chez nous, et vous allez le voir, c'est une déclaration des droits du patient en fonction de leurs données, car les patients comprennent très bien que c'est important que de partager des données. On nous dit que ce n'est pas vrai. Non, bien sûr qu'on comprend. Et on veut que ces données soient utilisées pour que le système devienne antifragile. On va regarder ce qui s'est passé avec les patients touchés par le cancer du sein dont on a parlé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin de ce système de données. Et comme tu en as parlé, Eva, tout le monde amène quelque chose et de l'eau au moulin. Et quand on regarde aux réunions, les patients ne sont pas timides, ils vont appeler des réunions. C'est pour ça qu'on doit maintenant se soutenir et soutenir ces questions. Et nous sommes vraiment très heureux que de pouvoir le faire, car on a aussi le soutien venant de l'Association des médecins du pays qui vont venir nous parler. Et il n'y a pas que, il y a aussi besoin de toutes ces personnes. On doit aussi regarder au fait que tout ce qui est important pour nous est aussi ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'on a besoin que de regarder aux patients, les amener à la table de façon telle qu'ils comprennent quelle est la question de l'inégalité et de comment maintenant on peut soulever la question. Oui, 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 oui. Je vais maintenant vous dire, je te remercie tout d'abord pour la question. Et on est en train de parler à Gabriele de ce thème. À nouveau, je pense que quand on regarde à ces données qui n'existent pas, c'est là qu'on peut utiliser ces questions pour qu'on puisse établir le tout avec d'autres organisations. Il y avait une autre question, je crois. Oui. Salut Paul, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu ne nous donnes pas une question facile? Par exemple, comment est-ce que quel est le rapport entre les élections, les soins de la santé promises et établis? S'il y a quelqu'un qui peut nous enseigner, on a besoin de ça. On a besoin de prouver que s'ils maintenant sont en mesure de faire une prévention, on est en train de faire mieux que si on ne le faisait pas. À ce moment-là, ils peuvent aller regarder aux élections et leur dire, vous savez, on a maintenant économisé des vies en faisant ceci. Et pas seulement des vies, on a essayé d'économiser de l'argent qui a été réinvesti ailleurs. Et dans tout le système des soins, imaginez-vous au résultat et faire la campagne sur cette base. Puisqu'ils ne mesurent rien, ils ne peuvent rien prouver. Et donc, ils ne peuvent pas utiliser ça pour la campagne. Ils ne peuvent pas parler des vies sauvées. Ils ne peuvent pas parler des économies non plus. On a eu une élection il y a une semaine. Et en partie, on a demandé un plan de contrôle du cancer sur 10 ans. Ça, c'est une façon pour nous de dépasser les plateformes des partis et de demander des choses comme par exemple mesurer les résultats, mesurer les expériences des patients et donc alignant la valeur plutôt que les coûts. Mais pour que cela soit là, il faut que tout soit là et non pas réactif.
C'est une question de prévenir qui nous permet de regarder au système et donc de ne pas retourner à l'ancien régime, mais que de développer un nouveau régime. Et comment est-ce qu'on le fait? On a besoin de données avec un public qui nous montre qu'on arrive maintenant à fournir quelque chose. Et moi, j'ajouterais qu'on a besoin que nos stratégies d'innovation et notre politique sont maintenant elles aussi alignées. Car moi-même, je pense que on doit maintenant souligner une chose, par exemple, les hôpitaux, les ressources dans les hôpitaux. Mais comme tu l'as dit auparavant, on pense toujours au service plutôt que au résultat. Il faut donc comprendre aussi qu'on a vraiment besoin de faire un meilleur travail. Et moi, je n'ai pas d'action dans aucune de ces compagnies que vous avez vues auparavant. Mais vous savez, il y a des endroits où les produits pharmaceutiques vont maintenant nous faire épargner plutôt que d'envoyer les gens à l'hôpital. Car il y a les gens qui entrent à l'hôpital, sortent de l'hôpital. Il faut que les deux choses soient alignées. Les deux ministères doivent maintenant travailler ensemble, regarder aux patients, avec toutes les parties prenantes, pour qu'on puisse maintenant être ensemble. Bon, la nuit dernière, un des présentateurs qui a dit deux choses pour le partenariat, transparence et confiance. Pensez-y. Pour moi, c'est important. Et je pense aussi que vous pouvez regarder à des agences du gouvernement et de se demander, est-ce qu'ils ont cette transparence? Et est-ce que nous, on leur ferait confiance? Si la réponse est oui, on a un problème. Bien, parfait. Bon, il y avait une autre question, quelque part. Qu'est-ce que doit faire l'industrie? Ça va prendre pas mal de temps pour répondre, mais il y a une réponse très rapide. Le secteur privé a innové, a pris des risques, a investi, et tout ça. C'est pour ça que le gouvernement était très intéressé, mais pour ce qui touche tout le système, il faut regarder au partenariat. Et vous savez, il faut regarder qui est intéressé. Et c'est pour ça que c'est important que de tester. Il faut regarder à comment on peut utiliser les données et appliquer le VBHC. Ça signifie aussi que ce n'est pas seulement une question que d'avoir une survie plus longue. Il faut aussi penser à la qualité de la vie. Il faut regarder à l'expérience. Je pense aussi qu'il y a un rôle, mais le privé ne peut pas être le seul là-dedans. Il faut donc que les gens travaillent ensemble. Donc, l'industrie pharmaceutique peut être les pionniers, mais il faut aussi que notre système de soins adopte le tout. Ce signifie que on pourrait avoir maintenant on pourrait être une vedette en termes de mettre en place les choses. Et si le gouvernement n'est pas là pour le faire, il faut donc appliquer le tout. Et pour moi, c'est une opportunité. Et j'espère que vous êtes tous inspirés par cela, comme Louise. Merci. Tout à fait d'accord. Et donc, oui, je voulais les remercier de tout, remercier toutes ces personnes. Il y a des partenaires fantastiques. Et que
les choses s'alignent. Il faut comprendre comment on peut les aider. Il n'y a pas d'autre question ici qu'il faut avoir des solutions innovatrices avec les prix, les discussions qui continuent. Et ils y pensent déjà et ils comprennent. Ce n'est pas toujours facile que de trouver le bon partenaire. Et il y a aussi la question du paiement pour la performance. C'est très important. Il y a plein d'endroits où l'industrie a un rôle très important. À nouveau, c'est une question de transparence, de confiance. Confiance, transparence, bien sûr. Veuillez me promettre que vous allez maintenant être là lors du sommet. Il y a le ministre fédéral. Et il y a aussi cette question de l'écho, de cette nouvelle pandémie avec la vague qui revient. Il y a aussi le CME qui va arriver. Comment maintenant on a aussi demandé à Scott de comment notre ministre en Écosse et notre personne qui s'occupe des données en Écosse va nous montrer comment on le fait là-bas. Et bien sûr, on a des gens fantastiques, des personnes qui viennent du monde autochtone qui nous sont venues nous parler avec leurs normes. C'est important dans tout ce qu'on fait. Donc, soyez des nôtres. Pour les personnes qui ne savent pas ce qui se passe et qui changent tout le temps, veuillez maintenant nous voir lors du dernier webinaire qui va nous dire comment on va être en mesure de le faire pour prévenir. Et ça va maintenant vous dire ce qu'on va pouvoir faire. Or a reminder about that. It's pretty easy to forget all the what I call the Byzantine parts of our of our healthcare system. So thank you so much, everyone, for joining us today. And we'll see you soon. See you at the summit. Bye. Thanks again, Eva. As Bye. always. Bye.